cette conférence. Voilà, tu sais que la question du cinéma de genre est quelque chose qui est très peu abordé à l'école, et c'est dommage. Et on a souvent des anciens étudiants qui nous disent vraiment, c'est un vrai manque dans votre école. Nous avons une approche qui est trop une approche de cinéma d'auteur et pas assez une approche de cinéma de genre. Et c'est pour ça, c'était une des raisons pour lesquelles je t'ai demandé, sachant que c'est quelque chose qui toi aussi t'intéresse beaucoup, je t'ai demandé de nous proposer donc une conférence sur un sujet de ton choix, et tu as donc choisi de travailler sur le cinéma fantastique et de faire ce regard croisé entre le cinéma fantastique occidental et le cinéma japonais. Donc on est très curieux, très excitant. Voilà. Peut-être que tu peux, parce que tu n'oseras pas le faire peut-être tout seul, nous dire un petit peu ton travail critique. Je sais que tu es philosophe, tu enseignes l'analyse filmique et l'histoire du cinéma, notamment à NYU à Paris. Mais tu as aussi publié différents ouvrages. Alors j'ai lu ton livre avec beaucoup d'attention, que je trouve passionnant, sur Kubrick. Merci. Mais peut-être que tu peux dire un petit mot pour te présenter sur cette activité d'écrivain de cinéma, on va dire. Oui, merci Vincent. D'abord, je tiens à dire que je suis très content d'être ici, j'aime beaucoup les Saves. La dernière fois, j'étais passé c'était très bref, 2 jours. Cette fois, c'est la semaine, et c'est toujours une expérience absolument formidable. Voilà, donc me concernant, juste par rapport à ce travail d'écrivain de cinéma, en tout cas, qui tente de réfléchir sur le cinéma, il y a effectivement eu ce livre sur Stanley Kubrick, qui s'appelle Stanley Kubrick, une odyssée philosophique, qui est donc une tentative j'essaie de comprendre, en tout cas de faire dialoguer la philosophie avec l'œuvre de Stanley Kubrick, un cinéaste qu'on a souvent confronté comparé, où on a essayé d'analyser, d'approcher sous l'angle de la philosophie, en se référant notamment à Nietzsche, à Hegel, à Heidegger, à beaucoup de philosophes. Et moi, j'essaye d'avoir une approche un petit peu rigoureuse par rapport à tout ça, et d'essayer de comprendre, est-ce que vraiment il y a de la philosophie? Alors les cinéastes ne sont pas des philosophes, mais comme dirait Deleuze, les images pensent. Les images, en tout cas, suscitent notre pensée, et donc un dialogue est possible. Et en confrontant, on découvre des choses passionnantes, et notamment que oui, il y a quelque chose, une pensée cohérente derrière l'œuvre d'un grand cinéaste, mais on ne peut pas la faire rentrer dans un moule. On voudrait, mais on ne peut pas la faire rentrer dans un moule philosophique. Cependant, il y a des correspondances, il y a un dialogue qui est possible, et ce que je me suis efforcé de faire. Alors sinon, plus récemment, je viens de publier un livre sur Game of Thrones, et donc la fameuse série multi-primée, multi-piratée et multi-appréciée. Et donc c'est encore une analyse, une approche philosophique qui ne délaisse pas cependant l'analyse filmique, enfin une approche vraiment plus cinématographique. J'essaye de mêler les deux. On sait aujourd'hui que les séries sont devenues, et Clapiche en parlait la dernière fois à cette excellente conférence, des films quasiment de cinéma, enfin en tout cas des objets d'étude tout à fait passionnants. Là encore, en fonction de chaque personnage, j'ai essayé de l'aborder par rapport à un thème précis, comme par exemple Tyrone, pour ceux qui connaissent la série, et le pouvoir, d'autres personnages, d'autres thèmes, et à chaque fois se plonger vraiment dans l'essence même de la série, épisode par épisode, essayer de comprendre exactement quel est le parcours et qu'est-ce que nous montre cette série. Parce que c'est une série qui est vraiment très profonde, qui propose une réflexion vraiment poussée sur la politique notamment, mais pas que, aussi sur les minorités, sur le féminisme, sur plein de sujets différents. Et puis sinon, je collabore très régulièrement pas au cahier du cinéma, mais à l'avant-scène cinéma notamment, et qui font des petits cahiers justement, qui sont des cahiers d'études, de sortes de mini-monographies, consacrés à des films en particulier, ou alors à des revues comme Eclipse, qui s'intéresse à des monographies de cinéastes. Donc voilà un petit peu mon travail critique en tant que cinéphile et passionné du cinéma, et aussi quelqu'un qui essaye de réfléchir sur le cinéma. Voilà.
Merci. Donc maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà, j'ai proposé cette conférence des mondes Occident, fantômes japonais, regard croisé sur le cinéma fantastique. Le sujet est très vaste, hein, c'est un sujet très vaste. Il faudrait, je pense, plusieurs jours pour en parler. Il faudrait peut-être même consacrer un cours entier à cette question, tellement il est riche. Dans le cinéma japonais et le cinéma occidental, enfin, j'englobe là un cinéma qui aussi bien européen qu'américain, il y a des correspondances intimes. On sait par exemple que Kurosawa, avec son film Jimbo, a influencé Lucas pour la Guerre des Étoiles, qui lui-même, Coppola, lui-même a été influencé par Les Salauds aussi dans en paix pour les scènes d'ouverture du Parrain. Kurosawa lui-même, pour prendre cet exemple d'un très grand cinéaste japonais, a fait donc des adaptations de Shakespeare, de Dostoïevski, notamment Le Château de l'Araignée en ce qui concerne Shakespeare, qui est une adaptation de Macbeth. Donc ça circule. Le cinéma, c'est quelque chose qui circule d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, et d'une culture à l'autre. Et ce que je vais essayer de faire ici, c'est un focus. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement aborder les choses de manière très très ample et générale, mais là, je m'intéresse au cinéma fantastique en particulier, à certains réalisateurs, à certains films. Donc c'est plus une étude de cas, si l'on veut, que véritablement quelque chose de général. Cependant, je vais commencer par une approche un peu générale pour introduire le sujet, parce que c'est un sujet touffu et donc c'est nécessaire de dégrossir. Et pour commencer, une remarque préliminaire, je pense intéressante, c'est que le cinéma fantastique se caractérise avant tout par sa grande diversité. Hein, vous le savez, vous avez vu des films fantastiques. On ne peut pas dire que le cinéma fantastique soit un genre, ce serait vraiment réducteur. En revanche, on peut dire qu'il est une arborescence de genres et de sous-genres, plutôt que donc un genre à part entière. Et ces genres, ces sous-genres vont s'interpénétrer, se répondre, se compléter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer ici d'établir quelques parallèles entre certains films japonais et certains films certains films qui sont issus du cinéma occidental. D'abord, donc, une approche un peu générale, synthétique, pour entrer dans le sujet. Le cinéma fantastique, dans son acception très générale, regroupe quoi? Évidemment, des œuvres qui font intervenir des éléments surnaturels. Mais dans un univers réaliste. Ou à tout le moins une réalité qu'on peut identifier comme étant notre réalité, une réalité familière. Et c'est justement lié à la manière dont en Occident on définit le fantastique. Et pour bien comprendre cela, on pourrait se référer le plus simplement, je dirais, à la notion d'inquiétante étrangeté, notion qui a été développée notamment par Freud. C'est le fameux Unheimlich, c'est-à-dire l'idée, c'est donc Heim, c'est ce qui est relié à l'idée de foyer, et Unheimlich, c'est-à-dire ce qui nous est familier, mais en même temps ce qui doit rester caché. Et Freud, on se connaît sa fameuse analyse notamment des textes des contes de Hoffmann, et notamment du fameux conte L'homme au sable. Il essaye de réfléchir sur cette notion, et il va définir quelque chose qui va caractériser véritablement le fantastique en Occident, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté comme ce qui est le retour du semblable, une conscience vraiment très brutale, très soudaine, terrifiante, que ce qu'on croyait familier, ce qu'on croyait ordinairement appartenir à notre univers quotidien, en fait se révèle être complètement étrange, complètement bizarre. Donc il y a ce lien entre à la fois quelque chose qu'on connaît très bien et quelque chose qui soudain nous apparaît comme très différent, voire même effrayant, qui nous fait peur. Et Freud, il y a ce fameux exemple de Freud qui prend le train et qui à un moment a une sorte de sensation un peu désagréable, qu'il est observé en quelque sorte, et donc il veut interpeller le contrôleur parce qu'il y a ce type étrange là dans l'autre wagon qu'il dévisage, puis soudain il réalise que c'est le miroir et que c'est lui, ce personnage étrange et antipathique. C'est l'inquiétante étrangeté, effectivement, et c'est une base théorique importante qui permet donc de définir le fantastique en Occident. Alors, il y a eu des gens qui ont étudié ça, notamment il y a Tsvetsan Todorov, hein, qui propose dans son introduction à la littérature fantastique cette idée qui aide vraiment à cerner ce qu'est le fantastique, une forme d'incertitude. Mais pas une incertitude à propos de tout, non, une incertitude par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir des phénomènes qui nous arrivent. Il se passe un truc étrange, un phénomène étrange, et on se demande
Est-ce qu'on va interpréter ça de façon rationnelle, comme dans un roman de Sherlock Holmes, par exemple, où vous vous rendez compte que le fantôme, en fait, c'est le propriétaire du château qui veut effrayer les convives. Donc vous trouvez, si vous voulez, la raison. Hein. Ça, c'est l'interprétation rationnelle. Et de l'autre côté, c'est l'interprétation proprement magique, irrationnelle, où vous dites, bah oui, c'est un vrai fantôme, il existe vraiment. Et Todorov nous dit, le fantastique, c'est la zone d'incertitude. On est incapable, en fait, de dire si c'est vraiment un truc rationnel ou si c'est magique. Et ainsi, il définit plusieurs genres. Ce qui est de l'ordre de l'explication rationnelle, c'est le genre de l'étrange, le policier étrange pour Sherlock Holmes, par exemple. Ce qui est vraiment magique, où on sait qu'il y a des créatures fantastiques, des licornes, des gnomes, des fantômes, que sais-je encore, c'est le merveilleux, c'est la catégorie du merveilleux. Et entre les deux, quand on ne sait pas, quand on hésite, quand on se demande si on n'est pas fou, mais qu'en même temps on pense que peut-être ça existe réellement, et ben là, on est dans le fantastique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de bien saisir. Une zone intermédiaire où l'ambiguïté est totale, et cette définition pourrait éventuellement aussi être complétée par ce que dit Roger Caillois, qui envisage le fantastique comme une véritable déchirure, une faille, un écart dans la réalité. Il y a quelque chose qui soudain nous échappe, mais qui s'inscrit au sein de la réalité. Vous voyez qu'on retrouve l'idée d'une inquiétante étrangeté. C'est ce rapport entre ce qui est très familier et en même temps ce qui est tout à fait inhabituel. Et effectivement, les êtres qui peuplent les récits fantastiques sont des êtres de la faille, sont des êtres de l'écart, ce sont des créatures qui ont franchi le seuil, des vampires, des spectres, des monstres, des démons, qui vont arriver soudain dans un monde rationnel. Et justement, les motifs du fantastique occidental sont très liés à cette transgression, à l'idée d'un seuil qui va être franchi, et à l'idée que, eh bien, on a finalement une transgression, c'est-à-dire finalement que l'homme va en même temps se compromettre moralement. Il y a effectivement une vision judéo-chrétienne qui est très largement matricielle, enfin, qui est très importante pour comprendre ça, c'est-à-dire que l'homme, effectivement, va essayer, disons, dans les récits fantastiques, va plutôt choisir le diable plutôt que Dieu, et il va se compromettre. Et évidemment, l'un des grands mythes, hein, qui est matriciel, séminal dans le cinéma fantastique, mais aussi dans la littérature, c'est le mythe faustien. Mythe faustien qui dénonce la vanité de nos efforts pour nous rendre, comme dirait Descartes, maîtres et possesseurs de la nature. Le mythe faustien qui a été dès 1926 adapté par Murnau et qui est un mythe fondateur lié effectivement au mythe de Prométhée, le mythe du voleur de feu de Prométhée, Faust, Faust qui va en quelque sorte symboliser effectivement cette transgression fondamentale de l'homme qui outrepasse son pouvoir, qui défie Dieu d'une certaine façon, et qui va avoir un avatar, de nombreux avatars, hein, le personnage de Faust, mais le plus connu étant sans doute Victor Frankenstein. Victor Frankenstein qui accomplit la transgression suprême dans tout le cinéma effectivement occidental. On retrouve la trace de cette transgression qui est l'homme créant la vie, recréant la vie, devenant lui-même, essayant d'usurper en fait le rôle de Dieu, du divin. Alors, trois figures matricielles que j'évoque en passant, avec à côté de cet élément aussi important qui est l'inquiétante étrangeté, Prométhée, Faust, Frankenstein, et en gros tout ça pour vous dire que l'imaginaire occidental fantastique est hanté par le démoniaque, hanté par la tension, le combat qui peut exister entre la créature et son créateur, l'homme et Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai intitulé cette petite conférence Démons d'Occident, parce qu'il est question du mal absolu, de la transgression dans tout le cinéma fantastique occidental. En revanche, et c'est là que on va entrer dans le cinéma fantastique japonais, hein, dans cette petite synthèse inaugurale, dans le cinéma japonais, la situation est différente. Pourquoi ? Déjà, je rappelle que l'Occident en tant que tel est un concept géopolitique assez complexe, que le Japon, qui a été longtemps la troisième puissance économique du monde, est un pays moderne qu'on dit occidentalisé, mais qui présente toutefois une particularité, c'est d'avoir très longtemps fonctionné en vase clos.
Ça, c'est un point important parce que en 1639, le Japon va cesser toute relation avec l'étranger et il va y avoir un isolement volontaire qui va durer quand même au moins 2 siècles. À partir de là, les États-Unis, avec cette fameuse politique de la canonnière, vont bombarder les ports japonais et le Japon va changer. C'est la restauration de l'ère Meiji en 1868. Et là, c'est tout le système féodal qu'on connaît bien à travers les films, les shoguns, les samouraïs, qui s'effondre. Et l'empire du Japon va s'ouvrir à ce moment-là sur le monde, va s'imposer comme une puissance régionale. Et les institutions vont être réformées, vont devenir sur le modèle, effectivement, des institutions occidentales. Il va y avoir des réformes, de nombreuses réformes qui vont être entreprises. Alors, malgré la conversion de certains Japonais au christianisme, suite à l'arrivée des jésuites espagnols en 1549, les Japonais, évidemment, demeurent très attachés à leurs pratiques animistes. Et majoritairement, ils sont shintoïstes et bouddhistes. Et ça explique grandement pourquoi les motifs du cinéma fantastique japonais ne sont pas recouverts par ceux du cinéma fantastique occidental. Il y a un imaginaire qui là est singulier et cette opposition très tranchée que je vous ai décrite plus tôt entre la rationalité et l'irrationnel, cette défiance entre la créature et le créateur, cette idée d'un mal absolu, on ne va pas tout à fait la retrouver en fait. Pourquoi ? Parce que effectivement, pour les Japonais, il n'y a pas d'arrière-monde métaphysique. C'est-à-dire que l'enfer, le paradis, tout ça occupe moins d'espace. On est plutôt dans l'optique de la réincarnation. Et donc ce qui va se passer dans une perspective très bouddhiste, dans l'ici et le maintenant, de façon, je dirais, presque immanente. On est plus dans le devenir, on n'est pas dans la projection d'un au-delà. Et ça change considérablement la donne, d'autant que les Japonais étant shintoïstes, donc ça c'était pour le bouddhisme, mais d'autant qu'ils sont shintoïstes, et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Le shintoïsme, c'est une religion animiste. Animiste, ça veut dire que les objets inanimés, les pierres, les feuilles, aussi bien que les objets d'ailleurs technologiques, une télévision, une caméra, peut être considéré comme ayant un esprit, étant habité par un esprit, étant presque en vie. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ayant presque une âme, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que le concept fondateur dont j'ai parlé tout à l'heure, la créature, le créateur, qui est valable en Occident, n'est plus du tout valable au Japon. C'est plus une opposition entre la créature et le créateur, mais entre une multiplicité de créatures qui cohabitent et qui sont partout. Le fantastique est partout, dans tous les objets. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on entre un petit peu plus là dans le cinéma japonais, et je parle un petit peu de ce genre précis qui est le Kaidan Aiga. Qu'est-ce que c'est le Kaidan Aiga ? Eh bien, c'est le genre de prédilection du film japonais fantastique, le film de fantôme. Le film de fantôme japonais, c'est quelque chose qui s'inspire du folklore, des contes. Donc au départ, là, on est dans cette fameuse catégorie du merveilleux. On est dans l'imaginaire, on est dans le merveilleux, on est dans des phénomènes surnaturels qui sont considérés comme tels. Et le Kaidan Eiga, c'est quelque chose de tellement important pour les Japonais que précisément, il a aussi contribué à donner le titre de cette conférence, Fantôme japonais. Fantôme japonais parce que le fantôme est central dans le cinéma fantastique japonais. Le fantôme, donc, qu'est-ce que c'est ? On va en parler un petit peu plus, mais dans ce qu'on appelle la J-horror, c'est un genre qui s'est développé, disons, dans les années fin 80, début 90 au Japon. C'est J-horror, c'est horreur japonaise. C'est un genre qui a connu beaucoup de succès et qui, précisément, a essayé de se réapproprier tout ce patrimoine fantastique lié aux fantômes. Et le théoricien, disons, de ce nouveau courant, qui s'appelle Chiaki Konaka, qui est donc l'inventeur un petit peu de ce nouveau courant de cinéma fantastique, a écrit un livre au titre assez amusant qui s'appelle « Les attraits du film d'horreur ». Les attraits du film d'horreur, et dans ce film, Konaka propose une définition du genre qui est intéressante. Et il parle des fantômes en ces termes. Il dit ce qui fait vraiment peur, ce sont les fantômes. Dans les films d'horreur, on trouve toutes sortes de créatures, des monstres, des vampires, des zombies, etc. Mais ce ne sont que les fantômes qui provoquent vraiment la peur,
une peur à en faire des cauchemars la nuit. Donc vous voyez que dans ce renouveau du film d'horreur japonais, l'obsession, le focus, il est sur le fantôme. Les fantômes, on les appelle les yurei, et ils occupent donc une place centrale, sont omniprésents au cinéma, mais aussi au théâtre, dans les romans, dans les contes, un peu partout, et il y en a une très très grande variété. Il y a de nombreux folkloristes qui ont fait des recueils, l'un des plus fameux étant les histoires qui sont maintenant du passé, qui est un recueil qui fait pas moins de 31 volumes, qui contient plus d'1 millier d'histoires de fantômes. Euh, et les yurei, en fait, ces fantômes japonais sont très codifiés, à la différence de l'Occident où ils prennent des formes très différentes. Ici, au Japon, c'est très codifié. Et même les maîtres de l'estampe, hein, si vous regardez des estampes japonaises, vous avez un genre à part entière qui est le yureizu, qui codifie l'image du fantôme, des femmes à la chevelure désordonnée, qui portent en général un capuchon triangulaire et une sorte de robe flottante qui cache, qui dissimule leurs pieds, si elles en ont. Euh, alors, là où une précision s'impose, c'est que il y a les yurei, qui sont donc des fantômes, et puis il y a autre chose, les amateurs de manga, peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment les mangas, hein, vous les connaissez sans doute, ce sont les yokai. Les yokai, ce sont des créatures qui sont précisément l'expression de l'animisme, qui ne sont pas vraiment des fantômes, mais ce sont des créatures, des sortes de créatures monstrueuses qu'on retrouve dans tous les objets. Une théière peut être un yokai. Et le yokai, effectivement, on peut l'appeler aussi, il a un autre nom, Mononoke. Et ceux qui aiment les mangas, et même les autres hein, d'ailleurs, parce que c'est un film qui a connu un succès immense, connaissent sans doute le film de Hayao Miyazaki qui s'appelle La princesse Mononoke. Princesse Mononoke, la princesse de ces esprits animistes. Alors, le Kaidan Eiga, le film de fantôme traditionnel, euh, il va en quelque sorte. En fait, le mot, déjà le mot Kaidan Eiga, Kaidan c'est Kai, c'est deux kanji. Kai qui signifie apparition étrange, mystérieuse, ensorcelante, et Dan ça veut dire le récit d'une apparition étrange. On retrouve ici l'idée d'une brisure, l'idée d'un surgissement dans le réel, donc il y a un élément constitutif du genre. Donc il y a de l'inquiétante étrangeté qui est en jeu là, mais un peu différente. Et l'une des caractéristiques essentielles donc, du film de fantômes, ce sont ces fantômes dont j'ai parlé, les yurei, mais qui sont en très grande majorité des fantômes de femmes. Les femmes, des figures féminines, cruelles, énigmatiques, vous en avez beaucoup dans le cinéma japonais. Vous aviez Yuki Onna, qui est la fée des neiges. Vous avez Yowa, qui est l'épouse bafouée qui a été assassinée par son mari. Vous avez la dame à la lanterne pivoine, qui est un fantôme dont va s'éprendre un samouraï. Et vous avez la très célèbre Bake Neko, qui est la femme chat. La femme chat, qui est une sorte de créature hybride, un petit peu comme la féline de Tourneur, hein, pour ceux qui l'ont vu, qui est cette créature vraiment tout à fait hybride et inquiétante, un peu animale. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais tout ça pour vous dire que c'est très codifié, qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, ces histoires, elles proviennent en grande partie du répertoire du théâtre kabuki. Hein, il y a aussi le lien sur lequel j'insiste entre le cinéma et le théâtre kabuki. Alors j'aurais pu choisir, pour commencer, de vous montrer Onibaba ou encore Le Chat Noir de Kaneto Shindo, qui sont des films magnifiques sur une sorte de vampirisme érotique justement de ces femmes chats. J'aurais pu aussi j'ai pensé à vous montrer des extraits de Conte de la Lune Vague après la pluie de Mizoguchi, qui est un chef-d'œuvre magnifique, mais il est tiré surtout d'histoires de fantômes chinois plutôt que japonais. Alors j'ai choisi un autre chef-d'œuvre qui est l'œuvre de Masaki Kobayashi et qui s'appelle Kwaidan. Kwaidan, qui est un film de 1964 qui est adapté d'un recueil de contes fantastiques d'époques diverses. Alors l'extrait que j'ai choisi de vous montrer pour commencer, c'est un extrait qui est issu du premier sketch du film, parce que c'est un film à sketch en plusieurs épisodes, qui s'appelle Les Cheveux Noirs. Alors pourquoi j'ai choisi? Parce que ce sketch correspond tout à fait à la vision emblématique de la femme, du spectre féminin en fait dans le cinéma japonais. Et c'est une histoire qui est proche de celle de Oiwa dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ici, l'histoire que je résume à grands traits, c'est un jeune samouraï de Kyoto qui devient pauvre parce que son maître, celui pour qui il travaille, a été ruiné. Et donc ce samouraï va décider de quitter sa femme par opportunisme
pour aller trouver un autre maître, pour bosser chez un maître puissant qui a de l'argent. Le truc, c'est qu'il va là-bas, il se marie avec la fille de ce nouveau maître, et il s'avère que la fille, qui devient donc son épouse, est une véritable peste, une mégère, une fille égoïste, capricieuse, abominable. Et là, soudain, il est riche, il a une situation, mais il prend conscience qu'il a privilégié l'ambition plutôt que l'amour, et pris de remords, il retourne voir sa première épouse, qu'il aimait profondément, qu'il aimait vraiment. Et là, l'extrait que je vais vous montrer, ce sont ses retrouvailles, où il retrouve sa femme exactement là où il l'avait laissée, dans cette petite maison qu'il avait avec elle. Elle est en train de travailler à son rouet. C'est des retrouvailles extraordinairement émouvantes. Et là, ému, bouleversé, il lui promet de ne plus jamais la quitter. Voici donc la suite de cette histoire, tirée donc du chef-d'œuvre de Kobayashi. Enfin, si vous pouvez, voilà. Oui. Une séquence magnifique, glaçante, et je pense que c'est un bon moyen de découvrir le vrai visage de l'horreur, de l'épouvante à la manière japonaise. On est surpris, mais bon, c'est pas la même surprise que quand on voit le tueur en série surgir avec sa tronçonneuse dans le petit entrebâillement de la porte. Vous avez vu ce rythme très particulier, ces compositions expressionnistes mêlées donc à un climat qui est extraordinairement traditionnel, hein, et une mise en scène de Kobayashi qui est d'une grande élégance, d'une remarquable fluidité. Il emprunte évidemment à l'expressionnisme sa grammaire cinématographique, et l'idée c'est d'entrer dans la folie de ce personnage, de glisser peu à peu avec lui sur la pente raide de la folie. On a un silence angoissant. Je pense que s'il y a parmi vous, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont dans le son, oui, quelques-uns, qui donc ont pu, je pense, profiter pleinement là de cette séquence qui est extraordinairement intéressante, ces petits crissements stridents, un silence presque total, les moments, disons, crissants où il y a vraiment du bruit qui sont découplés de l'image. Il y a tout un contrepoint, effectivement, à cette terreur sourde que les images véhiculent via le son. Et malgré la violence extrême de cette scène, la prise de conscience que sa femme est morte, et que la femme avec qui il a passé la nuit la veille, c'était un fantôme en réalité, on a des mouvements d'appareil qui sont lents, qui sont presque caressants, presque sensuels, entrecoupés par des moments d'une grande violence. Et donc c'est d'ailleurs en un seul raccord très brutal que tout va basculer, puisque cette femme adorée, enfin retrouvée, s'avère être un cadavre pourrissant, en décomposition, puis simplement un crâne. Et donc c'est vraiment l'apparition, le kwaidan, l'apparition, qui révèle la monstruosité du familier. Et comme souvent dans les histoires de fantômes japonais, Thanatos, le dieu de la mort, triomphe d'Eros, et va substituer à la beauté de la femme son masque d'os grimaçant. Un aspect marquant de la séquence, c'est évidemment que cette belle femme abandonnée va devenir un cadavre, mais il demeure quelque chose qui ne change pas, et bien ce sont ces longs cheveux noirs et soyeux, couleur de jais, des cheveux féminins qui, il faut y insister, en général, en Occident comme au Japon, ont toujours été un motif privilégié du fantastique. On se souvient de poètes comme Baudelaire, qui portaient un intérêt tout particulier aux cheveux, à la chevelure féminine, mais aussi d'icônes du cinéma fantastique, comme Barbara Steele dans les années 60. Mais pour les Japonais, la chevelure féminine revêt un intérêt très particulier. Il faut préciser que, par exemple, au Moyen-Âge, les femmes ne se coupaient jamais les cheveux. C'est-à-dire qu'elles laissaient pousser les cheveux jusqu'à leur mort, hein, et elles les laissaient pousser jusqu'à leur mort. Et en un sens, pour les Japonais, c'est pour ça que la beauté, les cheveux des femmes sont un aspect de leur beauté que la mort elle-même ne peut jamais ternir. Et un soin particulier apporté aux cheveux, qui sont l'objet de tout un rituel depuis l'enfance. Et c'est pour ça que dans la plupart des films japonais fantastiques, les chevelures sont, en général les cheveux des spectres sont défaits, sont sales, et ça provoque chez les Japonais une répulsion qui, pour nous,
nous est peut-être un petit peu étrangère, mais qui pour eux est vraiment très très puissante. Alors cet effroi qui est provoqué par la vision de la femme morte, ils réalisent que c'est un cadavre, est supplanté par encore quelque chose d'encore plus terrifiant dans la séquence, c'est que la chevelure est vivante. Et là, l'inquiétante étrangeté est en quelque sorte redoublée, puisque c'est plus la mort qui va créer la peur, c'est la vie elle-même qui crée la peur. Mais cette vie, la vie de la chevelure qui bouge, qui est rampante, qui ondule comme un serpent, cette vie est contre nature, insidieuse, profondément dérangeante. Et cette chevelure, évidemment, ne devrait pas se mouvoir par elle-même. Elle devient une créature rampante, presque reptilienne. Et on assiste à quoi? À une sorte de fétichisation animiste ici, qui est un marqueur de corruption au sein même de quelque chose qui symbolise la vie. C'est cette chevelure. Et évidemment, on pense ici aux histoires extraordinaires d'Alan Edgar Poe. Je ne sais pas si vous avez lu Liéga, mais par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui est obsédé par le souvenir de sa défunte épouse, et en particulier de cette chevelure. On pense aussi à Poe en voyant cette séquence, parce que dans la chute de la maison Usher, il y a cette demeure qui tombe en ruine et qui signifie la dégradation morale aussi des personnages. Et ce qui semble intéressant de préciser précisément, c'est que au départ, en fait, dans les contes bouddhiques, dans les contes bouddhistes, l'enfer, comme je vous l'ai précisé avant, n'est pas situé dans l'au-delà. Il y a une sorte d'immanence du châtiment, et le samouraï, en fait, comme vous l'avez vu dans la séquence, c'est aussi un aspect sur lequel j'insiste parce qu'il est très marquant, d'un plan à un autre, dans un simple cut, il se transforme presque en spectre. C'est-à-dire que vous voyez le maquillage extrêmement appuyé, expressionniste, on a l'impression qu'il est devenu lui-même, par contamination, un fantôme. Et effectivement, ici, vous voyez qu'il n'est plus que l'ombre spectrale de lui-même, parce qu'il y a cette immanence du châtiment. En fait, le mal n'est pas le fait désintéressé d'une puissance diabolique, d'une créature mauvaise dans les films japonais, c'est beaucoup plus souvent le courroux légitime d'un être qui a été bafoué, qui a été rejeté. Donc il s'agit surtout de vengeance, de rancœur, et cela porte même un nom très précis, ça s'appelle le Jun-ho. Le Jun-on, qui signifie la rancune. Et Jun-on, c'est même le titre d'un film, un film de Takashi Shimizu, qui est plus connu à l'international sous le nom de The Grudge. Peut-être vous connaissez The Grudge, qui est un film d'horreur japonais. Eh bien, c'est cette idée de la vengeance du fantôme japonais qui est rancunier, qui est persévérant dans la colère et qui veut absolument se venger des affronts qu'on lui a fait quand il était vivant. Et donc, pourquoi on a cette récurrence de ce motif? C'est parce que c'est une vision typiquement bouddhiste de l'existence. Il n'y a nulle part où se réfugier, c'est ici, maintenant, qu'on doit rééquilibrer le karma, qu'on doit rééquilibrer les offenses, et plus, je dirais de façon plus profonde peut-être, c'est aussi l'expression pour une société qui est quand même très rigide, une société patriarcale très rigide, l'occasion d'exprimer des angoisses refoulées. Sur un plan beaucoup plus politique ici, eh bien, l'oppression que fait subir la société aux femmes pourrait bien se solder par un sévère retour de bâton. Et ces fantômes qu'on retrouve tout le temps sont aussi la marque, l'expression de ça. Alors, l'autre aspect très intéressant de la séquence, et pourquoi elle est en rapport directement avec l'Occident, c'est que ce sublime film de Kobayashi est tiré d'un livre, je vous l'ai dit, de contes. Mais ce livre de contes a été écrit par quelqu'un de bien particulier, puisqu'il s'appelle Yakumo Kyozumi. Et Yakumo Kyozumi est en fait le nom d'emprunt, enfin pas le nom d'emprunt, mais le nom japonais d'un auteur occidental qui s'appelle Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, qui est en fait un Irlandais qui est né dans les îles Ioniennes, d'une mère grecque et d'un père irlandais, et qui a vécu un peu partout dans le monde, en Martinique, en Nouvelle-Orléans, et un peu partout, jusqu'à trouver à 40 ans sa vraie patrie, le Japon, à épouser une japonaise, la fille d'un samouraï, et à se passionner pour le folklore japonais. C'est une figure emblématique du dialogue entre le Japon et l'Occident, et c'est un écrivain qui ne s'est pas contenté juste de compiler des contes japonais. C'est un écrivain qui a donné une forme moderne en utilisant les ressorts de la dramaturgie qui sont employés en Occident à ses contes japonais.
N'oublions pas que l'Irlande, hein, dont il est irlandais aussi, Lafcadio Hearn, c'est la patrie de Sheridan Le Fanu, auteur de Carmilla, donc un fameux récit vampirique, de Oscar Wilde, hein, faut-il le préciser, auteur du portrait de Dorian Gray, et surtout de Bram Stoker, hein, le père de Dracula. L'histoire de la chevelure noire qui fait penser à celle de Oiwa, hein, donc une femme qui a été empoisonnée, assassinée par son mari, elle est reprise par Hearn, et elle est transformée de manière tout à fait singulière, parce que ce fantôme de femme bafouée veut passer sa dernière nuit avec un homme qu'elle aime encore, puis elle va le rendre fou, la chevelure va le rendre fou, et dans le film de Kobayashi, le danger, en fait, la menace, l'élément vraiment horrifique, peut se déclencher parce que le samouraï se sent coupable. C'est donc la culpabilité de ce samouraï qui ne se remet pas d'avoir trahi son épouse, qui est véritablement le moteur dramatique de l'histoire. Et pourquoi cela est intéressant? Parce que précisément cela vient de Hearn, qui a, en retravaillant le conte, internalisé le conflit. Il a substitué l'affrontement classique du fantôme vindicatif avec sa victime, il lui a substitué un affrontement interne du samouraï avec sa propre conscience, avec sa culpabilité. C'est ce que en termes scénaristiques, on appelle un obstacle interne, évidemment, et cela rend l'histoire, je pense, plus forte, puisqu'elle implique directement le spectateur, qui sont toujours plus concernés par les dilemmes moraux que par les agressions qui viennent de l'extérieur, évidemment. Et donc, voilà quelque chose d'intéressant, puisque ça ramène aussi le récit et le film de Kobayashi dans la sphère du fantastique occidental. Vous vous souvenez que j'ai évoqué Todorov. Todorov, c'est l'idée d'une hésitation, d'une incertitude. Et là, on est vraiment dans l'hésitation, dans l'incertitude. Est-ce que ce samouraï est devenu fou? Et est-ce qu'il a imaginé cette nuit passée avec sa femme qui est morte? Est-ce qu'il est finalement en train de devenir fou? On peut tout à fait avoir cette grille de lecture. Ou est-ce que c'est un vrai kwaidan, un vrai fantôme japonais qui se manifeste à lui? On est complètement dans le registre de l'indiscernabilité entre le merveilleux et l'étrange. On est complètement dans du fantastique occidental et pourtant on est complètement dans du fantastique japonais. Voilà donc un film particulièrement parlant de ce point de vue-là. Alors après, je vais vous montrer un autre extrait d'un film pour le coup occidental pour entamer ce dialogue qui a priori n'a pas grand-chose à voir. Seulement a priori parce qu'en fait, bon, le rapprochement vous paraîtra peut-être un petit peu audacieux, mais je vais tâcher de l'expliquer. C'est un film de David Lynch, que certains d'entre vous peut-être ont déjà vu ou connaissent, qui est Lost Highway. Et Lost Highway, pourquoi Lynch, ce qu'il raconte n'a rien d'une histoire traditionnelle de fantôme japonais, hein, mais ce qui est intéressant, donc ce film, si on devait lui apposer une étiquette, on dirait c'est un film noir postmoderne, on pourrait même dire ajouter schizophrénique, mais il y a des correspondances intéressantes avec les deux films, déjà à la base au niveau du sujet. Pourquoi? Parce que ici aussi, dans ce film, il est question de désir frustré, de vengeance. Ici aussi, il est question d'un homme qui va sombrer dans la folie. Et on a des correspondances qui sont surtout formelles. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vais essayer de voir avec vous. Dans cet extrait, donc, pour situer le contexte, vous avez Fred Madison, interprété par Bill Pullman, qui est le héros du film, qui est un saxophoniste qui habite Los Angeles et qui n'arrive pas à faire l'amour à sa femme, qu'il soupçonne de le tromper. Et Fred Madison, à ce moment-là, au moment du récit, donc l'extrait qu'on va voir, entreprend de raconter à sa femme un rêve étrange. Pourtant, il y a de troublantes similitudes, notamment le travail sur le son, les mouvements de caméra des deux films qui se répondent. Vous avez Fred Madison qui avance dans ce couloir obscur, vous avez donc une caméra montée sur une Steadicam qui va le suivre avec cette fluidité, cette cheminée qui est filmée en accéléré, qui va rompre ce calme apparent et qui va nous dévoiler le feu intérieur du personnage, cette passion destructrice qui l'habite, cette folie qui l'habite. Et dans les deux films, déjà la première chose, c'est qu'évidemment on a ce sound design qui joue un rôle très important, un silence ou disons un moment de calme qui va être rompu par un son transformé. Comme dans Kwaidan, ici, on va avoir des perceptions qui se dérèglent. On oscille entre une sorte de tranquillité trompeuse ou alors carrément le chaos sonore intensif, agressif, insidieux, extrêmement violent.
Et puis on a cet étrange nuage de fumée qui se répand dans ce vestibule, hein, qui, vous l'aurez remarqué, vestibule dont sa sobriété, le style évoque assez fortement un intérieur japonais. Et puis on voit cette fumée opaque qui va se déployer, comme si ce personnage de Fred pouvait avoir accès aux mouvements secrets de son inconscient sans vraiment être capable de les interpréter. Il va parcourir ce long couloir en rêve qui va le mener à la chambre nuptiale. Évidemment, c'est un trajet purement mental. Et là, c'est la première manifestation de cette inquiétante étrangeté. On le comprend. Il y a ce cri de cette femme amplifié par le sound design. On comprend qu'il va la tuer, qu'il s'approche d'elle pour la tuer. Puis survient une nouvelle rupture. On est ramené à la réalité. Fred semble pourtant revivre son cauchemar. On a l'impression qu'il s'est réveillé alors qu'il ne s'est pas véritablement endormi. Hein. Il raconte juste son rêve. Pourtant, on a l'impression qu'il se réveille. Et cet état de confusion mentale, cette espèce d'hébétude dans laquelle il se trouve, ce vertige, cette stupéfaction, font penser à l'état de choc que traverse aussi ce samouraï qu'on a vu tout à l'heure, incrédule, qui voit le cadavre de sa femme. Et effectivement, on se rend compte que dans les deux films, l'inquiétante étrangeté est liée à la vision d'images, et j'y insiste parce qu'on va y revenir, c'est un lien entre ces deux cinémas fantastiques, des images qui hantent, des images indélébiles, des images dont il est impossible de se défaire. Alors survient le second moment de décrochage dans la séquence, nouvel effroi, fugitif mais intense, quand le visage de ce que Lynch appelle ce personnage mystérieux, qui s'appelle Mystery Man, hein, qui va intervenir plus tard dans le film, apparaît en surimpression sur le visage de la femme de Fred. Et là, effectivement, c'est son inconscient malade, évidemment, qui s'exprime, c'est celui d'une sorte de vampire psychique, mais ce qui retient notre attention, c'est que c'est surtout un visage de mort en surimpression sur un visage bien vivant. Et on a un moment de décrochage qui est intéressant ici parce que les repères sont brouillés et que effectivement, comme pour la chevelure, qui est une image de vie et en même temps une image de mort, on a effectivement cette superposition, cette inquiétante étrangeté, cette éros qui est parasité par Thanatos, par une pulsion de mort qui n'attend qu'une chose, s'actualiser. Et le cinéma de Lynch, on le sait, est un cinéma de l'inquiétante étrangeté, comme le cinéma, le très grand cinéma de Kwaidan Eiga, qui travaille entre l'interstice entre le réel et le fantasme. Et donc, ici, on voit bien ce qu'il y a en commun dans ces séquences, même si ces deux films sont très différents. C'est un art de la dissonance, un art du contrepoint, qui instille une sorte de malaise sourd et qui nous fait partager des états de conscience altérés, dans lesquels le protagoniste va être amené à douter du réel qui est le plus familier, et plutôt que de chercher à confronter le spectateur à des moments d'horreur mécaniques, justifiés de façon rationnelle, ici on est vraiment dans un cinéma de l'expression intérieure, et on remarquera aussi que Lynch, qui est fidèle en ce sens au rythme lent des films japonais, prend tout son temps, et que le but recherché, dans les deux cas, c'est l'identification sensorielle. Identification sensorielle, une temporalité pesante, poisseuse, on pense même, enfin en tout cas moi j'ai pensé au Orlan Maupassant, effectivement, où effectivement le lecteur fait la connaissance avec le double du personnage principal, son doppelganger, et il est en quelque sorte tourmenté par ce double invisible. On est dans un cinéma de la sensation. Alors, ce cinéma-là, donc après cette comparaison, je vous propose de visionner un autre extrait d'un autre film qui apparemment n'a encore rien à voir avec ces deux-là, qui est un film intéressant parce qu'il est culturellement hybride et il orchestre, je trouve, avec une assez grande maestria, une rencontre inédite entre le Japon et l'Occident, et qui a cela de particulier qu'on ne la repère pas tout de suite. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous avez des films effectivement où le Japon est très prégnant. Là, c'est pas forcément évident, et pourtant, il est là. Et c'est le Bram Stoker's Dracula de Coppola. Pourquoi ce film? Parce que donc vous avez dans ce film effectivement le comte Dracula, une interprétation très particulière de Dracula qui est assez fidèle au livre,
où vous le voyez se transformer. Vous avez Gary Oldman qui délivre une interprétation remarquable, mais en plus on le voit se transformer en vieillard, en dandy, en loup-garou, en chauve-souris géante, en nappe de fumée, je ne sais plus en quoi, en essaim de rat, enfin plein de choses différentes. Et effectivement, on voit un conte Dracula qui est aussi prompt à la métamorphose que les yokai japonais, hein, qui changent tout le temps d'aspect. On a cet acteur qui cabotine un petit peu pour séduire ses victimes, ce conte qui est aussi un acteur et qui effectivement exprime une séduction qui est celle même des images cinématographiques, changeantes, hypnotiques, contagieuses. Mais la japonité du film, véritablement, c'est la splendeur des costumes, c'est le jeu stylisé de Gary Oldman. La splendeur des costumes, on va y revenir parce qu'elle est très importante dans ce Dracula. Et puis, c'est la relecture du mythe qui a été entreprise par Coppola. On va commencer par la direction artistique. Dans la séquence qu'on va voir, je la situe très rapidement, Dracula est présenté comme Vlad l'Empaleur. Autrement dit, on va nous montrer, c'est Dracula, les origines de Dracula, comment il est devenu vampire. Il vient donc de rentrer en guerre pour défendre la chrétienté contre les armées turques. Et là, en rentrant chez lui, il découvre le cadavre de son épouse, qui, le croyant mort au champ de bataille, c'est la vieille ruse bien connue, les ennemis ont fait croire qu'il était mort au champ de bataille, elle s'est suicidée par amour. Et donc, voilà la séquence du Dracula que je vous propose. Donc oui, donc ça dépote bien, hein, cette séquence. Les costumes ont été élaborés par Eiko Ishioka. Eiko Ishioka, hein, qui malheureusement nous a quittés en 2012, et dont le travail sur le film de Coppola avait valu un Oscar. Coppola avait repéré Eiko en voyant des affiches d'Apocalypse Now qu'il avait élaborées pour la promotion du film au Japon, hein, donc des affiches qui l'ont tout à fait saisi. Et Eiko, donc diplômé de l'Université nationale des beaux-arts et de musique de Tokyo, n'avait jamais fait de costume auparavant. Et Coppola, pourtant, a placé toute sa confiance en elle. Il lui a dit, vas-y, je te donne carte blanche. Pourquoi ? Parce que pour lui, les costumes étaient fondamentaux et qu'il a placé en fait plus d'importance, il accordait plus d'importance aux costumes qu'aux décors dans le film de Dracula. C'était vraiment l'idée que les décors devaient être sobres, non pas parce qu'il manquait de moyens, parce qu'il en avait pour le coup, mais parce que les décors ne devaient pas voler la vedette aux costumes. Et donc, ils devaient servir d'écrin, c'est pour ça que la lumière, l'espace est travaillé. Il n'y a pas beaucoup d'ornementation, pas tant que ça, c'est surtout ces costumes. Et le travail d'Eiko ne s'est pas limité aux costumes. Effectivement, les costumes conditionnent aussi toute la direction artistique du film. C'est ça qui est original. Elle a travaillé avec Dick Smith, donc le fameux chef de maquillage, de make-up d'Hollywood, qui lui aussi a gagné un Oscar. Ils ont travaillé ensemble. Et l'imagerie de Dracula, à l'époque où sort le film, est très stéréotypée. Et justement, Eiko Ishioka veut changer les choses. Elle veut détacher Dracula de son apparence habituelle, cliché, archétypale, les habits du gentleman du 19e siècle, le chapeau de forme, la longue cape héritée des films de la Hammer de Christopher Lee. Elle veut changer les choses. Et pour ça, elle fait appel à sa culture japonaise. C'est pour ça que c'est, je trouve, un cas très concret et intéressant, puisqu'elle va s'intéresser notamment aux animaux. Hein. Aux animaux, le tatou avec ses plaques cornées qui forment sa carapace défensive. Vous voyez ici que c'est ça qui a servi de modèle un petit peu à ce costume guerrier de Dracula au début du film. Elle s'inspire aussi de certains insectes, de lézards, même de serpents. Et dès la première rencontre, Coppola va montrer à Eiko beaucoup de tableaux, des tableaux occidentaux qui sont des tableaux symbolistes, et en particulier, elle lui montre le baiser de Klimt. Et il veut qu'elle s'inspire du baiser de Klimt. Effectivement, à la fin du film, on voit un magnifique costume qui est presque le tableau, hein, de Klimt. Et ce que Eiko propose à Coppola, c'est de mettre en œuvre une sorte de processus d'hybridation. Hein, c'est vraiment hyper intéressant, puisqu'ils ont travaillé ensemble, et Eiko, selon ses propres termes, voulait que le film soit, du point de vue de la direction artistique, mais de façon très subtile, un dialogue entre la culture occidentale et sa propre culture japonaise. Et effectivement, dans le film, ce n'est pas un hasard que Dracula, créature multiple, connaisse de multiples transformations, innombrables. Parce que c'est une vision très japonaise,
donc j'ai insisté sur l'impermanence, hein, qui est propre au bouddhisme, et l'idée que l'animisme aussi se reflète, l'animisme qui est propre au shintoïsme, et effectivement, dans les mains d'Aiko, les costumes deviennent indiscernables du corps du conte. Il y a une véritable fusion entre les deux. Il change d'état comme il change de costume. Il est altéré par ce qu'il porte, il devient ce qu'il porte. Costumes qui étaient d'ailleurs très originaux, très difficiles à porter, que Gary Oldman a complètement intégré, hein, quand vous voyez le film, cette contrainte dans son jeu, même si l'armure tombait en morceaux toutes les 2 minutes, hein, c'est ce que vous avez vu dans la scène, et effectivement on ne s'improvise pas forcément acteur de kabuki, c'est pas évident de porter ce genre de costume. Alors donc un court extrait, mais c'était extrêmement intéressant. Au passage, je signale évidemment le goût prononcé de Coppola pour les effets spéciaux à l'ancienne, que vous voyez à l'œuvre ici dans cette belle séquence, et puis ce maquillage incroyable, cette coiffure incroyable. Ici, Dracula vit karma, non pas un démon occidental, comme il l'est dans Bram Stoker, la personnification du mal absolu, non pas un esthète raffiné comme on peut le trouver dans Lestat le vampire, hein, certains ont peut-être vu l'adaptation, je ne sais plus comment s'appelle le film, mais voilà, la roman de Dan Rice. On n'est pas dans ce romantisme décadent, on est véritablement avec en face d'un homme contre le temps, qui, selon ses propres termes, va traverser des océans de temps pour rejoindre sa chère Mina, sa bien-aimée, un resquilleur de finitude, en quelque sorte, une victime du karma, et une singulière narrative ici entre le schéma occidental classique, bien contre mal, Satan, pacte avec les puissances démoniaques, et puis vraiment le schéma des japonais, à savoir un être brisé par la vie, qui va survivre sous une forme spectrale, c'est Dracula dans le film, et qui, donc, son vie va lui permettre de réparer l'affront qui lui a été fait. Voilà, donc je pensais que c'était un cas intéressant. Et je voudrais terminer en vous parlant de J-horror, puisque c'est quand même le cinéma d'horreur à la mode japonaise, qui a connu vraiment énormément de succès, disons, des années 90 à 90-2000. J-horror qui a réactualisé la figure traditionnelle du fantôme japonais en empruntant au Kwaidan Eiga. Et pourquoi cette première vague est apparue? Parce que le Japon, au début des années 90, passionne pour les photos spirites. Photos spirites, donc les photos des médiums, etc. Et effectivement, ce qui les intéresse en particulier, c'est ce lien entre le surnaturel, l'esprit, l'esprit qu'on arrive à voir, et la photographie, et la technologie. Et en 98, va sortir Ringu de Hideo Nakata, hein, que certains ont peut-être vu. Ringu signifie anneau ou bague en japonais, et qui est plus connu sous le nom de The Ring, donc ce même sens en anglais. Ringu, c'est un film qui est adapté d'un livre de Koji Suzuki. Koji Suzuki, qui d'ailleurs se décrit lui-même comme plutôt un écrivain de science-fiction, hein, qui même a une influence très occidentale, puisqu'il se revendique plutôt d'Hemingway, spécialiste du genre horrifique. En fait, en faisant ses études à Tokyo, il découvre l'existence d'un professeur, Fukurai, qui en 1910 a réalisé des expériences où il impressionnait des images sur des plaques photographiques, des images de médiums. Et il va s'en inspirer, puisque l'une des médiums, expériences qui ont été menées réellement à l'université, s'appelait Takahashi, et c'est elle qui est l'héroïne, le fantôme de Ringu. Alors, ce qu'on sort ne marche pas très bien, mais parce que le roman est découpé de façon très cinématographique, les compagnies de production s'y intéressent, et puis il va y avoir une première à la télévision, et ensuite en 98, le film va sortir avec un grand succès. Il sort au Japon pendant la fête de l'Obon. L'Obon, c'est la fête des morts japonaises, et Nakata, donc le réalisateur, lui-même n'est pas du tout un fan du genre. C'est ça qui est drôle, qu'il se revendique plutôt de Joseph Losey. D'ailleurs, il a fait un excellent documentaire sur Losey qui s'appelle The Man with Four Names, et son scénariste auquel il va faire appel, lui, est un passionné du genre, Hiroshi Takahashi, passionné du genre, et comme tous les scénaristes de cette génération, leur référence, c'est pas les contes japonais,
c'est des films occidentaux cultes, fantastiques, au nombre desquels La Maison du Diable, The Haunting, fameux film Wise, 1963, Les Innocents, chef-d'œuvre de Jack Clayton, The Innocents, et qui est donc une adaptation autour d'écrou de Henry James. Et donc c'est ce type de film c'est ce type de films qui sont, pardon, pas les autres, mais l'autre, qui influence cette génération de scénaristes. Et le de Nakata et de son scénariste, c'est de conférer à Sadako, donc ce fantôme, une puissance d'évocation nouvelle. Comment ils vont le faire? Eh bien, vous allez le voir dans l'extrait. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous montrer tout de suite l'extrait et vous allez voir ce qui caractérise, ce qui singularise ce nouveau cinéma fantastique japonais, de toutes les façons est en prise avec des thèmes occidentaux, mais qui reste quand même traditionnel dans son essence. Merci de passer l'extrait suivant. L'idée, c'est que effectivement, dans le film, dans le roman, Sadako se manifeste par le biais de surfaces réfléchissantes qui n'ont rien d'extraordinaire, des miroirs, des murs un petit peu réfléchissants, mais là, dans le film, c'est à travers un poste de télévision que l'horreur va être véhiculée. Et dans cette séquence, il est évidemment question de pulsion scopique, de cette avidité du regard qui veut tout saisir, de cette fascination de l'héroïne Reiko qui veut voir cette vidéo à tout prix, une vidéo maudite, on s'en doute, une vidéo maudite, mais qui est incapable de détacher son regard, même quand la télévision s'éteint, quand le tube cathodique s'éteint, et quand ce fantôme de Sadako va apparaître, qui n'apparaît que sur le Black Mirror, sur cette image, sur cet écran éteint. Et elle se retourne, elle voit qu'elle est seule dans la pièce. Alors la vidéo est très énigmatique, mais on peut sans difficulté, et je pense que vous l'avez fait, identifier les motifs récurrents du cinéma japonais. Cette femme en train de se peigner les cheveux, qui nous renvoie encore une fois à Kwaidan, à Iwa. Il est question d'une éruption. L'éruption au Japon est associée au fantôme vengeur qui porte un nom spécifique, le Onryo, et il peut causer, ce fantôme, la mort de ses ennemis par des tremblements de terre, des séismes, des tempêtes, des éruptions de volcans justement. Ça rappelle aussi, pour ceux peut-être qui ont vu Dreams de Akira Kurosawa, vous avez ces scènes à côté d'un volcan où vous voyez se contorsionner de douleur des démons. Et puis cet homme qui porte un voile sur la tête, désigne quelque chose avec son doigt, quelque chose qu'il ne veut pas voir, qu'il ne doit pas voir, avec en fond cet immense océan agité, parce que c'est bien de vision qu'il s'agit. Et là, on entre vraiment dans la substance, dans la moelle du cinéma japonais, effectivement. Voir, ne pas voir, les images peuvent être toxiques. Elles peuvent être possédées par un esprit vengeur, et l'esprit vengeur et les images, finalement, sont une seule et même chose. L'image toxique du film, c'est précisément l'œil. C'est ça qui est intéressant, c'est totalement réflexif. L'œil écarquillé de Sadako, que vous avez vu, cet œil où il y a à l'intérieur gravé, presque tatoué, un idéogramme. Cet idéogramme, c'est Sada. Sada qui signifie en fait la chasteté. Ce qui prend évidemment une signification particulière. La chasteté de quoi? Du regard. Et là, vous allez voir donc l'autre film qui est ce classique du cinéma fantastique occidental dont s'est inspiré l'auteur. Merci de passer l'extrait. Un film de Tobe Hooper. Tobe Hooper, donc, qui est le réalisateur très célèbre de Massacre à la tronçonneuse. Ce film, Poltergeist, est sorti en 82, a été coécrit et produit par Steven Spielberg, c'est devenu un maître étalon pour le film d'horreur américain, même si, pendant le tournage, disons que le tournage n'a pas été idyllique entre ces deux hommes. Et là, on voit donc Carol Ann, cette petite fille qui habite dans un quartier tranquille, une espèce de petite bourgade américaine typique, sympathique, rassurante. Donc c'est l'American Way of Life. Et là, soudain, elle est fascinée véritablement par la télévision qui semble l'appeler. Pourquoi? Parce qu'elle entend des voix. Ces voix, c'est celles de ce qu'elle appelle les TV people, les gens de la télé. Et à la fin des programmes, ces images très intéressantes, emblématiques, des images patriotiques à haute teneur symbolique. Vous aurez reconnu le Capitole de Washington, le Lincoln Memorial, avec la monumentale statue de Lincoln, et puis ce mémorial corps des marines des États-Unis d'Arlington, qui est donc ce monument dédié aux marines qui sont morts pour la nation.
et qui est inspiré d'une fameuse photo hein, qui a été prise donc, sur le mont Suribachi au Japon, sur l'île de Iwo Jima en 1945, hein, qui a valu le prix Pulitzer à son auteur, le photographe Joey Rosenthal. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'imaginaire horrifique de ce film, Poltergeist, va nous parler de ce qu'il y a derrière ces valeurs, ces idéaux américains qui dissimulent donc une mauvaise conscience embarrassante, celle de l'impérialisme, du génocide indien, des images patriotiques donc qui sont succédées par cette neige télévisuelle qu'on retrouve dans Ringu et qui vont devenir donc la télévision, le brouillard parasitaire va devenir le vecteur du surnaturel aussi dans ce film. Alors la charge subversive de Poltergeist, c'est l'articulation entre deux thèmes, une sorte de modernité invasive, délétère, la télévision qui se propage dans les foyers, qui pourrit les enfants d'images, qui les sature d'images, le poste de télévision comme une sorte de matériel de propagande, et puis l'autre thème évidemment, c'est l'impérialisme, le nationalisme exacerbé, et l'idée que l'Amérique est bâtie sur une montagne de cadavres. Une idée qu'on retrouve très couramment dans les romans et l'imaginaire fantastique et d'épouvante américain, chez Stephen King notamment. Voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette maison, pourquoi la télévision est possédée par des esprits démoniaques? Parce qu'elle a été bâtie sur un ancien site, un ancien cimetière indien. Et effectivement, les Indiens qui ont été bafoués en quelque sorte, puisqu'on n'a pas exhumé leur corps avant de bâtir les maisons à cause d'un promoteur véreux, eh bien, leurs âmes damnées sont libérées en quelque sorte, et le vecteur qu'ils trouvent, c'est l'électricité, la télévision. Et donc, on voit cette espèce de pseudopode électrique, cette main démoniaque, transformée en rayon d'énergie, et qui va secouer toute la maison. Alors, c'est effectivement le retour du refoulé, mais ce qui est intéressant ici, c'est que, et ce qui est ambigu aussi par rapport à ce film, c'est que les Indiens, qui sont donc des victimes, a priori, se transforment en méchants, se transforment en créatures diaboliques. Vous l'avez vu, hein, cette main crochue, c'est clairement une représentation maléfique. Donc le discours du film est un petit peu ambivalent, puisque les Indiens deviennent véritablement des démons, en l'occurrence ici, alors que chez Nakata, et c'est la grande différence, puisqu'il s'est inspiré de Poltergeist, cette contamination de l'horreur par le biais de la télévision, dans Ringu, le fantôme n'a rien d'abstrait. Et on va voir un autre extrait de Ringu tout de suite, l'extrait suivant, pour qu'on saisisse mieux la différence. Effectivement, la séquence est assez saisissante. Et effectivement, l'apparence donc, de Sadako dans ce film, Ringu, correspond tout à fait à celle des Oniryo, ces fantômes vengeurs qu'on trouve dans le kabuki, dans le koidanega, des cheveux longs, cheveux noirs non peignés, le kimono blanc. Le kimono blanc, donc c'est un kimono d'enterrement, hein, c'est ce qu'on porte pendant les enterrements. Et cette actrice, Rie Inu, qui interprète le rôle de Sadako, c'était une étudiante en théâtre kabuki, justement, qui a mis ses talents au profit de la composition, sa gestuelle très particulière. Vous avez pu remarquer, je pense, que la séquence est tournée à l'envers et qu'en fait, elle recule en réalité quand elle est filmée. Et donc là, on a l'impression qu'elle avance vers nous. C'est la première fois donc on utilise ce truc qui a été réutilisé à foison depuis. Et effectivement, ici, on a l'idée d'un fantôme qui est un seul individu qui a été assassiné, une jeune fille qui a été assassinée parce qu'elle avait des pouvoirs paranormaux. Et donc, séquence de retour de ce fantôme vengeur, avec deux moments très forts, très, très puissants. Déjà, le franchissement du seuil télévisuel par Sadako, avec son regard pétrificateur qui va provoquer la mort instantanée de Ryuji, hein, le héros masculin. Et ce passage très intéressant où elle passe, pour ainsi dire, de l'autre côté du miroir. Et on n'avait jamais vu ça jusqu'à présent au cinéma. Effectivement, c'est l'idée que le fantôme apparaît effectivement parce que un lien est établi et un lien est possible entre le progrès technologique et le fantastique. Et là où on est dans Poltergeist avec quelque chose de très abstrait, là on est au contraire dans une matérialité, quelque chose de très concret. Pourquoi ? Parce que précisément dans le shintoïsme, l'objet, qu'il soit naturel ou artificiel, appartient à un ensemble plus vaste.
Et que ce soit un arbre, que ce soit une télévision, eh bien, ils ont une réalité matérielle, une réalité spirituelle. L'esprit peut donc sans difficulté se servir d'un objet technologique pour entrer dans notre monde. Et donc, Sadako est présentée comme une créature double, à la fois aquatique, elle est morte noyée dans un puits, à la fois magnétique. Et elle renaît donc à l'occasion de ce qui est véritablement filmé comme un accouchement monstrueux. Et l'autre moment fort, évidemment, de la séquence, c'est précisément son regard. Ce regard pétrificateur, gorgonéen, et effectivement une image qui s'incarne, une incarnation de l'image qui devient mortelle. Le héros va y voir sa propre mort, et effectivement, c'est vraiment l'opposé de Poltergeist. Dans la manière dont l'horreur est traitée, Poltergeist est tout en déplacement d'objets, enlèvement d'enfants, dégâts matériels. On est vraiment dans la matérialité. Ici, on est dans un symbolisme très fort et on est effectivement dans une économie de moyens qui décrivent ce crissement, cette déchirure de la réalité, cette inquiétante étrangeté qu'on associe donc à la littérature et au fantastique européen, mais qui se trouve au cœur même du cinéma japonais finalement. Et d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus sobre, c'est la chevelure de la femme du samouraï, c'est l'œil de Sadako, et effectivement donc les remakes, il va y avoir énormément de remakes de ces films de la J-horror. Bon, je pense que je vais m'acheminer là vers le dernier extrait qu'on va voir ensemble. On va passer le dernier extrait en fait, mais avant, effectivement, juste pour vous dire que ces films ont été en réalité adaptés. The Ring, The Grudge, Pulse, Darkwater, il y a eu énormément d'adaptations. Et dans ces adaptations, on a véritablement un autre traitement qui trahit complètement cette épure, cette manière de traiter l'horreur, à grand renfort d'effets numériques, à grand renfort, disons, d'effets qui vont faire bondir le spectateur de son siège. Et ici, comme vous avez pu le constater, c'est un fantastique qui est toujours, malgré tout, malgré effectivement sa charge extrêmement, disons, violente, hein, la séquence est plutôt remuante, mais qui est dans ce crissement, dans cette faille, dans cette déchirure du réel. Alors pour terminer ce voyage, bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais juste vous parler encore quelques instants d'un dernier film, Kairo, qui est un film poétique, angoissant, qui a été fait par l'un des maîtres du cinéma fantastique japonais, Kiyoshi Kurosawa. C'est un film qui a été réalisé en 2001, 3 ans donc après le succès retentissant de Ringu. Et Kairo raconte l'histoire de Michi, qui est une jeune informaticienne qui va enquêter sur le suicide d'un collègue et qui va découvrir une disquette qui contient une image, encore une image, qui est l'image de son collègue qui est suicidé. Et en fait, la disquette contient aussi un virus qui contamine les utilisateurs, qui va peu à peu se répandre à travers tous les réseaux informatiques. Kairo, d'ailleurs, ça signifie en japonais le circuit électrique. Et à mesure que l'épidémie va progresser, à mesure que les gens vont se passer la disquette, il va y avoir de plus en plus de disparitions à Tokyo. Et en fait, la particularité de ce film, ce qui en fait un film très intéressant, c'est que c'est vraiment un film, je dirais presque transgenre. Il commence comme un film de fantôme japonais classique et se termine comme un film d'apocalypse occidentale, puisque Tokyo se vide. Tokyo devient désert, il n'y a plus personne. C'est une apocalypse spectrale, donc une vraie hybridation entre le cinéma fantastique japonais et occidental. Et effectivement, on va voir une scène que je trouve extrêmement puissante ici, qui est une scène où Michi est dans son appartement avec son ami Junko, et Junko, sa copine, lui parle de son malaise existentiel. Tout va mal, les gens disparaissent, on ne comprend pas ce qui se passe, et sa copine lui parle de son mal-être. C'est une séquence qui est presque muette. Bon, il y a quelques dialogues, je crois que c'est sous-titré en anglais, mais c'est pas grave. Vous allez voir ce que c'est. Donc là, c'est vraiment le dernier extrait, le tout dernier extrait. Merci. Ce film, c'est que c'est vraiment la critique d'une société japonaise qui devient prisonnière de sa propre dépendance aux technologies, une jeunesse aussi qui ne parvient plus, qui a le sentiment de ne plus parvenir à communiquer que par Internet. Et à travers cette critique, évidemment, la critique de Kiyoshi Kurosawa, c'est toute la société occidentale mondialisée qui est visée, pas seulement le Japon, et le film contient cette équation imparable, extrêmement implacable, qui est technologie égale solitude, et solitude égale mort.
Et effectivement, pour l'auteur du film, le circuit électronique, qui est le titre du film, c'est la métaphore de circulation d'informations qui sont complètement désincarnées. C'est aussi la métaphore d'un capitalisme tardif, où l'argent va devenir lui-même abstrait à cause de la spéculation financière. Et le film de Kurosawa est une sorte de constat mélancolique qui repose sur la certitude qu'il ne sera plus jamais possible de revenir en arrière pour le Japon. Que désormais le Japon fait partie de l'Occident, plus encore de la mondialisation, et celle-ci est perçue par lui comme un virus, comme une maladie informatique, comme une forme d'hypermodernité qui est inarrêtable. Heidegger dirait le Gestell. Et fondamentalement, Kairo désigne dans le film le circuit fermé qui relie aussi les vivants aux morts. Parce que l'au-delà est saturé de morts, les vivants ne sont plus en mesure de... Peut-être parce que tout simplement les vivants sont plus capables de rendre hommage à leur mort, ou d'accepter leur propre finitude, leur propre mort, eh bien les limbes vont rejeter les morts sur les rivages du réel. Et c'est ce reflux des morts chez les vivants qui s'interprète comme un dysfonctionnement profond de l'ordre naturel des choses, qui est si important pour le shintoïsme. Et effectivement, c'est l'idée que les vivants qui progressivement se vident de leur substance deviennent eux-mêmes des fantômes, comme on le voit dans cette séquence. Alors ce n'est pas des zombies, comme on a en Occident ici, c'est autre chose, c'est un devenir spectral, un devenir fantomatique. Et ce qui est très frappant dans cette séquence, c'est que Michi voit son ami Junko, qui va devenir non pas un fantôme, parce que même dire que c'est un fantôme serait inexact, c'est une tache sur le mur. Et qu'est-ce que c'est que cette tache? C'est un amas de cendres, des cendres qui finiront par être chassées par le vent. Et l'image est saisissante, et on ne peut pas s'empêcher de penser aux ombres d'Hiroshima. Ces silhouettes humaines qui étaient projetées sur les murs après le flash de la bombe atomique, et qui ont tant marqué les Japonais. L'homme néantisé par la technologie, par la société moderne, va redevenir poussière, va redevenir cendre. Et la force des images ici, c'est d'utiliser cet imaginaire japonais qui est hanté par la puissance de la bombe pour en quelque sorte nous mettre en garde, peut-être pas contre un nouveau péril, mais contre le fait que c'est une situation qui est inarrêtable. Et donc là, pourquoi je vous montre ce film? Parce que Kurosawa parvient à retourner en quelque sorte le postulat de départ de cette nouvelle J-horror, de ce nouveau cinéma d'horreur japonais. Ici, le devenir fantôme, c'est pas celui d'êtres faibles qui ont été martyrisés, qui veulent se venger, qui veulent revenir, qui ont été démunis, victimes d'injustice. Ça devient le destin tout simplement de l'humanité dans son ensemble. C'est-à-dire un destin commun, partagé par une humanité qui a été uniformisée, qui est grégaire, qui est installée dans cette mondialisation. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres films, énormément de possibilités. Là, j'ai choisi de faire une étude de cas. J'aurais pu vous parler de l'engouement des cinéastes japonais pour l'auteur H.P. Lovecraft. J'aurais pu vous parler de Guillermo del Toro, qui est fasciné par la culture japonaise, de Godzilla ou encore de Miyazaki, de l'Eroguro, hein, qui est ce genre tellement particulier d'érotisme outrancier, d'horreur grotesque, qui a été inspiré par cet auteur qui s'appelle Edogawa Rampo. Edogawa Rampo, auteur culte du cinéma fantastique, adapté à plusieurs reprises, notamment dans ce magnifique film qui s'appelle La Bête aveugle, et qui porte ce nom, Edogawa Rampo, parce que c'est une transcription phonétique japonaise de quoi, vous pouvez le deviner, Alan Edgar Poe. Alan Edgar Poe. Et donc un mouvement qui a inspiré énormément de cinéastes japonais, et notamment le fameux Suji Terayama avec le terrible empereur Tomato Ketchup, que certains connaissent peut-être, ou encore l'inénarrable Takeshi Miike, hein, qui a fait ce film terrifiant qui s'appelle The Audition. Mais voilà, c'était quelques points que je voulais poser pour initier, je l'espère chez vous, un engouement peut-être pour ce cinéma japonais fantastique, et peut-être une réflexion sur les liens en fait profonds qui existent entre ces deux types de cinéma. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Ah oui. Ouais. Oui. On va essayer Voilà. de le faire comme ça. Oui.
Où est-ce qu'on peut, ça, mais parce qu'on est très pauvre en cinéma de genre à la médiathèque. Oui, ah oui. Et aussi en bibliographie, si tu avais des conseils à nous apporter pour qu'on alimente. Ah bah tout à fait, oui. Là, on peut faire une filmographie un petit peu conséquente de ces films japonais, en essayant de baliser à la fois les grands films classiques du cinéma japonais fantastique, par exemple, et puis il y a ces films de la J-horror qui ont été adaptés à Hollywood. Il y en a plein, et il y en a très peu, malheureusement, qui ont été bien adaptés, mais il y en a un, Dark Water, hein, qui est une référence, qui peut être intéressant à voir aussi en vis-à-vis. Mais oui, une filmo avec plaisir. Moi, ma question, elle porte sur ces fantômes japonais et sur leur identité, en fait. Que ce sont des personnes qui viennent se venger, mais est-ce qu'ils ils se doivent d'être reconnus par leurs victimes, ou est-ce que c'est des métaphores d'un outrage qui a été fait ou d'un crime particulier? Je pense que pour répondre à votre question, il y a les deux cas de figure existent. Bien souvent, évidemment, un fantôme, c'est aussi le cas en Occident, d'une certaine façon. Vous avez des fantômes vengeurs qui vont revenir parce que quelque chose n'a pas été réglé, quelque chose n'a pas été, ne correspond pas à l'ordre naturel des choses. Et tant que ce n'est pas réglé, tant qu'ils ne sont pas enterrés au bon endroit, tant qu'ils n'ont pas eu les bons rites, ils vont se manifester. Et leur courroux, leur colère peut se porter sur n'importe qui. Là, dans le cas des films qu'on a vus, par exemple, le fantôme de Ringu, Sadaka, elle est véritablement furieuse contre tout le monde. Et il suffit de regarder la vidéo pour qu'elle se manifeste. Voyez. Donc il y a tous les cas de figure, et il y a aussi évidemment, dans le kabuki et les contes, le folklore japonais classique, il y a l'idée véritablement là, pour le coup, de fantômes qui ont été bafoués et qui se vengent, non pas de leurs vivants, puisqu'ils sont morts, mais du vivant de leurs agresseurs ou des personnes qui leur ont fait du mal. Comme par exemple donc, ce fantôme de femme bafouée qui revient pour hanter son mari. Ici, dans l'extrait qu'on a vu, la femme du samouraï, si c'est un fantôme, si ce n'est pas la folie du samouraï, en tout cas, qui revient pour hanter son mari. Donc souvent, effectivement, les fantômes japonais sont peut-être plus vindicatifs en général que les fantômes occidentaux, dans la mesure où, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, ça doit se passer ici et maintenant. Ça ne se passe pas plus tard, ça se passe ici et maintenant, même si on peut trouver d'autres exemples. Voilà. Donc c'est plus hérité de l'Occident, le fantôme un peu omnipotent. Oui, le fantôme, en Occident, on a plus l'idée effectivement d'une créature maléfique. Mais par exemple, ce qui est intéressant, pour prolonger un petit peu ce rapprochement entre Occident et Japon, c'est que vous regardez un film récent, par exemple, de Guillermo del Toro, qui s'appelle, quel est le nom de ce film? C'est un film de fantôme, c'est son dernier film en fait. Crimson Peak, merci. Et que dans Crimson Peak, vous verrez que, effectivement, les fantômes ne sont pas les méchants, précisément, qui ne sont pas l'expression d'une puissance diabolique, parce qu'il est très imprégné, effectivement, de culture japonaise. C'est aussi, comme des cinéastes comme Tim Burton ou Guillermo del Toro, des gens qui aiment beaucoup les monstres, qui se placent du côté des créatures, des monstres. Et toute cette culture fait que les fantômes sont là surtout pour prévenir, pour aider, pour mettre en garde les vivants contre la folie, contre la furie des vivants. Les morts, en fait, cherchent à protéger, à mettre en garde. Et ça vient aussi directement de l'influence, je pense, du cinéma japonais, où il y a un rapport très particulier entre les morts et les vivants, qui est beaucoup plus intime. Et là, on le voit dans ce film, le premier film qu'on a vu, c'est quand même une scène de nécrophilie, en réalité. C'est-à-dire que ce qui est ellipsé entre la femme qui lui dit « je suis tellement heureuse que tu reviennes » et le type qui se réveille avec son cadavre, c'est la scène d'amour, mais qui a eu lieu. Le type est ravi en se réveillant.
Donc on se doute bien qu'il y a eu sans doute anguille sous roche là. Mais en tout cas, si vous voyez plein de films d'histoire, même d'histoire dans le théâtre kabuki de fantômes, c'est fou comme ils sèment les morts et les vivants. Il n'y a pas du tout cette idée juste du fantôme qui vient pour commettre des crimes atroces. Le fantôme vient aussi pour faire l'amour. Et la femme chat, qui est un fantôme, est un hybride entre la femme et le chat. Et donc une métaphore, une image, une incarnation de la sensualité. Et donc en Occident, on a la féline, qui est véritablement une vivante qui se transforme en chat. Et au Japon, vous avez la femme chat, qui s'est hybridée avec un esprit, l'esprit félin. Et la sensualité. Vous avez la dame à la pivoine qui rend fou d'amour un samouraï, qui est prêt à tout sacrifier pour cette créature fantomatique. Donc, ce qui est particulier, je pense, au Japon et particulièrement intéressant, sont vraiment les noces entre Eros et Thanatos, entre la vie et la mort, le désir et la pulsion morbide. Les deux sont beaucoup plus associés de façon beaucoup plus intime. Ça, c'est vraiment caractéristique du Japon, vraiment intéressant. Pour continuer dans cette hybridation, est-ce que c'est pas quelque chose justement qu'on retrouve dans le film italien Della Morte della Morei, justement qui se passe dans un cimetière avec cette personne qui veille ce cimetière, elle veille les cadavres. Est-ce que c'est pas aussi une hybridation du Japon vers le cinéma occidental, mais pour le coup italien, il s'agit d'un film du début des années 90 pour l'information. Le nom du réalisateur, non, Soavi. Non. C'est un réalisateur italien, je me souviens qu'il y a Rupert Everett, qui joue le Fossoyeur, hein, c'est ça? Oui, le Fossoyeur. C'est ça, dans ce film, effectivement. Oui, tout à fait, c'est un film tout à fait nécrophile, tout à fait infréquentable, mais qui est caractérisé, si je me souviens bien, par cette nécrophilie presque joyeuse, c'est presque enjoué. Hein, c'est comme dans Six Feet Under, il y a des moments, si vous connaissez cette série sur des croque-morts et leur famille, il y a des moments tout à fait heureux, la vie, l'amour, la mort, tout ça est mélangé. Et effectivement, on peut interpréter ça, je pense, comme une porosité, peut-être de cette approche très japonaise, qui n'est pas du tout en Occident, en tout cas au départ, c'est pas du tout quelque chose d'acquis, mais peu à peu, parce que le cinéma communique, parce que ce sont les vases communicants culturels et que cette culture mondialisée qui est sans doute dénoncée par Kiyoshi Kurosawa dans ce film Kairo, elle a aussi de bons points, de bons aspects, de bons côtés, et que effectivement c'est cet enrichissement mutuel. Et comme on en a déjà parlé en cours, mais c'est vrai que il faut avoir cette conscience-là d'un cinéma qui est international, mais pas que international, c'est-à-dire que les cultures communiquent entre elles, s'enrichissent mutuellement et prennent un petit peu, la sélection se fait parce qu'il y a de plus fascinant. Le cinéma étant un art de la fascination, ici ce rapport à la mort, qui est tellement spécifique au Japon, tellement particulier, on finit par le retrouver un petit peu dans plusieurs films. Donc oui, je pense que ça fait partie des réalisateurs qui évidemment ont une culture de films japonais, et de films japonais fantastiques. Je ne me souviens plus de son nom, mais il est clair qu'il fait partie de ces gens-là. Et quand on a vu ces films de fantômes japonais, il y a tout le temps des histoires d'amour entre les morts et les fantômes. Donc ce thème-là, on le retrouve tout le temps. Après, c'est vrai que dans l'imaginaire occidental, vous avez Alan Edgar Poe. Et Alan Edgar Poe, lui, c'est un grand nécrophile devant l'éternel. Donc c'est toujours dans ces histoires, la relation entre la femme aimée, la femme qui est morte, qui est pleurée, et le poète, l'artiste, qui va essayer à travers son art de la reconquérir ou de l'exhumer d'une certaine façon, c'est aussi très présent. Mais pas de la manière très sensuelle, sexualisée qu'on trouve, je pense, souvent au Japon. Moi, en fait, c'était pour savoir à propos d'un film de Tim Burton qui s'appelle Le Cavalier sans tête. Et en fait, dans ce cas-là, le fantôme du film est instrumentalisé par des gens vivants. Est-ce que, en fait, son histoire au fantôme, est-ce qu'elle est applicable à ce type de cinéma, quoi? Au cinéma japonais? Ouais, est-ce que c'est le même principe ou est-ce que ça s'éloigne? Parce que Oui, alors, donc vous parlez de Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, le
Fantômes en tête de Sleepy Hollow. Alors Sleepy Hollow, le cas de ce film, c'est adapté d'une légende américaine. Alors précisément l'intérêt, c'est que comme le fond, je dirais, légendaire de l'Amérique est par définition un peu moins riche que le fond, par exemple, européen, il y a cette légende-là qui est connue un petit peu de tous. Et Tim Burton, effectivement, en a fait un film avec quelque chose qui, dans l'idée, dans l'esprit, est typiquement américain. Et là, effectivement, dans le film, le fantôme devient l'otage des vivants. Il devient l'otage des vivants. Et ça, je pense que c'est un thème qui a profondément intéressé Tim Burton, parce que Tim Burton, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, comme Guillermo del Toro, c'est un de ces cinéastes qui ont été nourris, il le dit lui-même, à la culture du cinéma bis et du cinéma d'horreur. Donc tous les films japonais d'horreur qu'il pouvait voir étant jeune, tous les films de série B, etc., américains aussi, mais italiens aussi, il a tout pris. Et effectivement, il est pénétré de cette culture-là et de cet amour qu'ont ces gens pour les créatures, pour les monstres. Parce que, surtout chez Tim Burton, le thème de l'altérité, hein, le thème de l'autre, lui-même se vivant comme un weirdo, enfin, une anomalie dans la société très stéréotypée, dans ce rêve américain de banlieue de Hélène et la grandie, il se vivait comme un monstre en quelque sorte. Et tous ces films sont une variation sur ce thème-là. Et là, le monstre devient la victime. Paraît au départ effrayant, troublant, méchant, cruel, horrible, et en fait on se rend compte que ce n'est qu'un pantin qui ne veut qu'une chose, c'est retourner dans son arbre infernal et retourner chez lui avec ses démons. Donc même là, il a réussi à tordre la légende pour se la réapproprier. Mais je pense que c'est plus, bien sûr la culture japonaise fait partie intégrante de l'univers de Burton, mais c'est plus Burton lui-même. C'est plus un cinéaste qui est amoureux des monstres et qui ne peut pas laisser faire juste l'équation manichéenne classique du cinéma d'horreur, monstre méchant et les autres gentils. Non, c'est le monstre, le pauvre, quoi. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe chez Guillermo del Toro dans ce Crimson Peak. Effectivement, c'est le même processus. Voilà. Pas plus de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.